il y a une douleur que vous connaissez peut-être très bien, une douleur silencieuse, celle qui s'installe le soir, quand la lumière baisse et que le silence de l'appartement devient presque physique, presque lourd, comme une couverture humide posée sur les épaules. Vous êtes là, assis, et vous sentez ce poids particulier de ne pas être vu, de ne pas être touché, de ne pas être entendu par quelqu'un qui compte vraiment. L'air a une odeur d'immobilité, comme ces pièces fermées depuis trop longtemps où la lumière n'entre plus. Et quelque part dans votre poitrine, il y a quelque chose qui ressemble à une question sans réponse, une question que vous n'osez même plus formuler à voix haute. Est-ce que quelqu'un, quelque part, pense à moi en ce moment? Christophe André a rencontré cette douleur des centaines de fois. Dans son cabinet, dans les yeux de patients qui avaient tout, selon le monde extérieur, et rien, selon leur monde intérieur. Il a appris, au fil des années, que cette souffrance-là est l'une des plus universelles et des plus niées de notre époque. Et aujourd'hui, il veut vous parler de quelque chose d'étrange, d'une stratégie qui semble presque contradictoire, presque absurde. Agir comme si cela ne vous affectait pas. Pas pour faire semblant, pas pour mentir, mais pour découvrir quelque chose de profond sur la nature de la souffrance et sur votre propre capacité à vous transformer. Parce que, voyez-vous, il y a une vérité que la psychiatrie et la pleine conscience enseignent conjointement depuis des décennies. La façon dont vous s'habitez, votre douleur change la douleur elle-même. Pas immédiatement, pas magiquement, mais réellement, et il va vous montrer comment. Dans un moment, il vous parlera d'une femme qui a touché le fond le plus dur, un fond fait de silence et d'indifférence, et qui a trouvé dans ce geste apparemment simple, agir comme si une porte vers quelque chose de nouveau. Il vous parlera aussi des 3 signes qui indiquent que la solitude commence à endurcir le cœur d'une façon qui mérite toute votre attention. Et il vous donnera des outils concrets, issus à la fois de la pleine conscience et de la recherche clinique, pour commencer à changer dès aujourd'hui. Pas dans 6 mois, pas après une retraite spirituelle en Toscane. Dès aujourd'hui, mais d'abord permettez-lui de vous peindre une scène que vous reconnaîtrez peut-être. C'est un dimanche matin. La lumière entre par les rideaux en fine ligne dorée. Dans une autre vie, ce serait presque beau. Vous avez fait du café. Le café a une odeur chaude, familière, presque réconfortante. Vous tenez la tasse à 2 mains et la chaleur de la porcelaine contre vos paumes est peut-être la seule chaleur humaine. Enfin, presque humaine que vous ayez ressentie depuis quelques jours. Votre téléphone est là, sur la table. Il ne sonne pas. Il n'a pas sonné hier non plus. Vous l'avez regardé plusieurs fois avec cet espoir discret que l'on n'avoue jamais vraiment. Espoir qu'un message arrive, qu'un prénom s'affiche, que quelqu'un pense à vous sans que vous ayez, eux, à le demander. Rien. Et alors, vous faites ce que font la plupart des gens dans notre monde moderne, magnifiquement équipés pour nous éviter de pincer. Vous ouvrez les réseaux sociaux, vous faites défiler. Vous voyez des gens heureux, un groupe, des familles rayonnantes, des amis qui rient fort dans des restaurants bien éclairés. Et quelque part, avec une ironie délicieuse et cruelle à la fois, l'algorithme vous propose une publicité pour une application de méditation. Parce que l'algorithme, lui au moins, a remarqué que quelque chose ne va pas. C'est touchant, non? Être mieux compris par une machine que par certaines personnes de votre entourage. Cette scène, elle est banale, elle est ordinaire, et c'est précisément pour cela qu'elle est dangereuse. Parce que quand la souffrance est banale, on ne la prend pas au sérieux. On se dit tout le monde ressent ça. On se dit ça va passer. On repose la tasse de café. On attend et on attend encore. Christophe André voudrait vous demander quelque chose. Pas pour vous faire culpabiliser, pas du tout. Mais parce que la question mérite d'être posée avec douceur et avec clarté. Combien de temps attendez-vous encore? Si ce que vous venez d'entendre vous a touché, si cette scène du dimanche matin vous a semblé familière, alors ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes est fait pour vous. Et peut-être, juste peut-être, vous pourriez laisser en commentaire en bas de cette vidéo. Juste un mot. Juste pour dire que vous êtes là. Parce que briser le silence,
même dans une section de commentaires, est déjà un acte de courage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est peut-être le moment. Non pas parce que les chiffres comptent, mais parce que choisir de s'exposer à des contenus qui nourrissent l'âme plutôt que de la vider, c'est déjà une forme de soin envers soi-même. Et vous méritez ce soin. Revenons à ce qui se passe réellement, parce qu'il faut vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas s'entendre, mais que Christophe André, dans sa pratique clinique, a observé suffisamment de fois pour en parler avec certitude. La solitude non traitée ne reste pas stationnaire. Elle évolue, elle progresse. Comme une plante invasive dans un jardin abandonné, elle pousse, elle s'étend, elle occupe l'espace que laisse libre votre attention. Et elle ne se contente pas de vous affecter vous. Elle commence à affecter les gens autour de vous, les quelques personnes qui sont encore là, qui essaient encore, qui tendent encore la main. Voilà ce qu'on ne dit pas assez, voilà ce qui est difficile à entendre mais nécessaire à comprendre. Quand quelqu'un souffre en silence depuis trop longtemps, il ne devient pas seulement triste, il devient progressivement absente. Présent physiquement, mais absent émotionnellement. Et cette absence, les proches la sentent. Ils ne savent pas toujours la nommer. Ils ne disent pas « tu es émotionnellement absent ». Ils disent plutôt « tu as changé ». Ils disent « je ne sais plus comment te parler ». Ils disent, et c'est le plus douloureux, « j'ai essayé, mais tu n'étais jamais vraiment là ». Et alors, il se passe quelque chose de tragique, quelque chose qui ressemble à une ironie cruelle de la biologie humaine. Les personnes qui souffrent de solitude ont souvent des comportements qui renforcent cette solitude. Elles se retirent légèrement dans les conversations. Elles répondent moins aux messages. Elles déclinent les invitations, d'abord de temps en temps, puis systématiquement. Elles portent une légère amertume dans leur regard, une légère irritabilité dans leur ton, qui fait que les autres se sentent moins bien à leur présence, et donc s'éloignent naturellement, progressivement. Et la personne solitaire interprète cet éloignement comme une confirmation de ce qu'elle croyait déjà. Personne ne m'aime vraiment. Personne ne tient vraiment à moi. C'est ce que les psychiatres appellent une prophétie autoréalisatrice. C'est ce que la nature appelle une spirale. Comme l'eau qui tourne dans un tourbillon, de plus en plus vite, de plus en plus profond, sans effort apparent, juste par la force de son propre mouvement. Et le risque, le vrai risque que Christophe André veut vous nommer clairement, sans dramatiser, mais sans minimiser non plus, c'est cela. Si vous ne prenez pas conscience de ce mécanisme maintenant, si vous continuez à habiter votre douleur de la même façon, vous risquez de perdre ce qu'il vous reste. Non pas parce que les gens qui vous entourent sont mauvais ou indifférents, mais parce que l'amour, même sincère, a besoin d'une surface sur laquelle se poser. Et si vous devenez une surface glissante, lisse, fermée, l'amour ne trouve plus où s'accrocher. Il ne dit pas cela pour vous faire peur. Enfin, si un peu, parce que parfois la peur est le premier signal d'alarme qui nous fait bouger. Mais surtout, il dit cela parce qu'il y a une sortie. Une vraie sortie. Et c'est exactement ce dont il va vous parler. Mais avant, il faut aller encore un peu plus loin dans la compréhension du problème. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce que fait la solitude chronique au cerveau et au cœur. Il y a un stade que les chercheurs en psychologie sociale ont documenté et qui est particulièrement préoccupant. C'est le stade où la solitude cesse d'être douloureuse, où elle devient confortable, où l'isolement ne fait plus mal parce que le système nerveux s'est adapté, a cicatrisé par-dessus, a créé une croûte épaisse autour de la sensibilité, comme un arbre dont l'écorce durcit en réponse aux blessures répétées. Sauf que cette écorce-là, elle n'est pas une protection, c'est une prison. Les personnes qui ont atteint ce stade ont souvent l'impression d'être devenues fortes. Elles disent zen, je n'ai besoin de personne. Elles disent zen, les gens sont décevants de toute façon. Elles disent avec une fierté mélancolique, je suis bien seule. Et il y a une part de vérité là-dedans, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose qui ressemble à l'hiver, qui s'éprenne pour une saison permanente, à la graine qui refuse de germer parce qu'elle a trop peur du gel. Et voici ce qui est inquiétant. Ce stade ne s'annonce pas.
On ne se réveille pas un matin en se disant « Ah, aujourd'hui j'ai décidé de fermer mon cœur pour toujours ». Non, ça se fait lentement, imperceptiblement. Un refus d'invitation de plus, une conversation évitée de plus. Un dimanche de plus passé seul à faire défiler des images d'autres personnes qui semblent vivre à votre place. Dans un moment, Christophe André vous donnera les 5 pratiques concrètes qui permettent d'inverser cette spirale, même si elle a commencé il y a longtemps. Même si vous pensez savoir déjà essayer, il vous parlera notamment d'une technique issue de la thérapie cognitive et de la pleine conscience, une technique qui porte une nom paradoxale et qui peut transformer votre rapport à votre propre douleur en moins de 3 semaines. Mais avant, il veut vous raconter l'histoire de quelqu'un. Elle s'appelait, dans son souvenir clinique, simplement une femme dans la cinquantaine, professeure de littérature dans un lycée, intelligente, articulée, capable de citer Montaigne et Virginia Woolf dans la même phrase. Elle était venue le voir après ce qu'elle appelait, avec une précision douloureuse, sa 3e rupture d'amitié en 2 ans. Non pas une rupture romantique, une rupture d'amitié. 3 personnes qui s'étaient éloignées d'elle, 3 personnes qui, selon elle, l'avaient abandonnée sans raison. Quand Christophe André lui avait demandé de lui décrire ses journées, elle avait parlé. Et dans ce qu'elle décrivait, il avait entendu quelque chose de familier. Elle rentrait chez elle le soir dans un appartement qui sentait le livre et la poussière, une odeur qu'elle aimait autrefois et qui maintenant lui semblait étouffante. Elle s'asseyait dans son fauteuil avec une raideur dans les épaules, une tension dans la mâchoire, et elle attendait. Elle ne savait pas quoi. Peut-être un miracle, peut-être un signe. Elle avait cessé de répondre aux messages de ses amis restants, non pas par indifférence, mais par une fatigue si profonde que même former des mots semblait impossible. Elle se disait « je répondrai demain », et demain ne venait jamais. Et elle souffrait vraiment. Mais elle ne le montrait pas, au contraire. Au lycée, elle était brillante, efficace, présente. Elle aidait ses collègues, elle organisait des événements, elle agissait précisément comme si rien ne l'affectait. Mais voilà où était le problème. Elle le faisait par épuisement et par honte. Pas par choix conscient, pas par sagesse. Elle portait un masque, non pas pour se transformer, mais pour se cacher. Et la différence entre ces 2 choses est essentielle. Ce qui a changé pour elle, le moment précis où quelque chose a basculé, c'était une séance où Christophe André lui avait proposé quelque chose d'étrange. Il lui avait demandé « Et si, pendant une semaine, vous agissiez comme si vous étiez quelqu'un qui va bien, pas quelqu'un qui fait semblant. Quelqu'un qui choisit de se comporter comme si le sol sous ses pieds était solide, même si elle ne le sentait pas encore. Quelqu'un qui répond à un message non, pas parce qu'elle en a envie, mais parce que c'est ce que ferait une version d'elle-même qui est déjà en train de guérir. Elle l'avait regardé avec une expression qui mêlait la méfiance et quelque chose qui ressemblait à une graine d'espoir. Elle avait dit « C'est un peu absurde, non ?» et il avait souri. Oui, c'est un peu absurde. Comme beaucoup de choses qui fonctionnent vraiment, elle avait essayé. Et il va vous dire exactement ce qui s'est passé et pourquoi cela a fonctionné. Mais d'abord, il veut vous expliquer la science derrière ce principe parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Le cerveau humain est un organe de prédiction. Il ne réagit pas seulement à ce qui se passe, il anticipe, il modélise. Et surtout, il apprend à partir du comportement, pas uniquement à partir des pensées. C'est ce que les neurosciences appellent l'embodied cognition, la cognition incarnée. Vos gestes, vos postures, vos actions concrètes dans le monde envoient des signaux à votre cerveau. Et votre cerveau les interprète comme des données sur ce que vous êtes en train de devenir. Quand vous agissez comme si vous alliez bien, comme si le sol était solide, comme si vous étiez quelqu'un qui mérite d'être connecté aux autres, vous ne mentez pas à votre cerveau. Vous lui donnez de nouvelles données. Vous lui dites, dans le langage qu'il comprend le mieux, le langage du comportement. La guérison est possible. La connexion est possible. La vie est possible. Et progressivement, comme la lumière du printemps qui revient dans un sol hélé, quelque chose commence à dégeler. Lentement, imperceptiblement, mais réellement,
C'est ce que la pleine conscience enseigne aussi d'ailleurs, parce qu'il y a une confusion fréquente sur ce qu'est réellement la pleine conscience. Beaucoup de gens pensent que c'est une technique pour se sentir bien. C'est une erreur. La pleine conscience, dans sa définition la plus rigoureuse, c'est la capacité à observer ce qui s'est passé en soi et autour de soi, sans y ajouter de jugement, sans y ajouter de catastrophisme, et surtout sans s'y identifier totalement. C'est la capacité à dire « je ressens de la solitude en ce moment, et je ne suis pas cette solitude. Je traverse une période difficile, et je ne suis pas cette période difficile. » Cette distinction, elle semble petite, elle change tout. Parce que quand vous êtes fondu dans votre douleur, quand vous êtes devenu votre solitude, chaque action que vous faites dans le monde porte le poids de cette identification. Vous répondez à un message comme quelqu'un de solitaire. Vous entrez dans une pièce comme quelqu'un de solitaire. Vous regardez les autres comme quelqu'un de solitaire. Et les autres le sentent, même inconsciemment. Et l'espace entre vous et eux se creuse davantage. Mais quand vous apprenez à observer votre solitude, sans être votre solitude, quand vous agissez depuis un endroit légèrement plus large, plus ouvert, quelque chose change dans la façon dont vous habitez le monde. Et le monde répond différemment. Alors voici les pratiques concrètes. Les 5 gestes que Christophe André recommande, issus à la fois de la recherche clinique et de sa propre expérience avec des centaines de patients. Le premier geste, c'est ce qu'il appelle le retour au corps. Avant de faire quoi que ce soit, avant de répondre à un message, avant de sortir, avant même de décider de votre journée, prenez 30 secondes seulement. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez le poids de votre corps dans la chaise ou dans le lit. Respirez lentement, pas de façon spectaculaire, juste suffisamment pour sentir l'air entrer dans vos poumons, et remarquez la température de l'air contre votre peau. Froide ou tiède, sentez-vous une légère odeur. Quelle qu'elle soit, ce n'est pas un exercice anodin. Ce geste simple active le système nerveux parasympathique. Il dit à votre biologie, nous sommes en sécurité. Nous ne sommes pas en train de fuir un prédateur. Nous pouvons agir depuis un état de calme relatif. Et depuis cet état, tout ce que vous faites ensuite est légèrement différent. Un peu moins chargé de peur, un peu plus ancré dans le présent. Les racines, avant de pousser vers la lumière, s'enfonçant dans le sol. C'est leur première intelligence. Le deuxième geste, c'est l'action minimale. Pas l'action héroïque, pas la transformation radicale, l'action minimale. Ce que vous pouvez faire maintenant, dans les prochaines minutes, qui correspond à ce que ferait une version de vous qui est déjà en train de guérir. Envoyez un message court à quelqu'un. Sortir, marcher 10 minutes. Préparer un repas que vous aimez. Mettre de la musique. Ouvrir une fenêtre. Ce sont des actes minuscules. Et c'est exactement pour cela qu'ils fonctionnent. Parce qu'ils ne demandent pas d'énergie que vous n'avez pas. Ils demandent juste un tout petit peu plus que ce que vous feriez en restant totalement immobile. Chaque graine commence par briser sa propre coque. 1 millimètre, puis un autre. Le troisième geste, et celui-ci est peut-être le plus important, c'est ce qu'il appelle l'autocompassion active. Pas l'apitoiement, pas la plainte intérieure. L'autocompassion active. C'est le fait de se parler à soi-même comme on parlerait à un ami cher qui traverse exactement ce que vous traversez. Si votre meilleur ami vous disait « Je me sens seul, personne ne m'aime vraiment, je ne vois pas comment ça peut changer », que lui diriez-vous? Vous ne lui diriez probablement pas « Oui, tu as raison, tu es condamné ». Vous lui diriez quelque chose de doux et de vrai en même temps. Quelque chose comme « C'est difficile ce que tu traverses, c'est réel ». Et en même temps, ça ne dit pas tout de toi. Il y a plus en toi que cette douleur. Dites-vous cela à vous-même avec la même douceur. Pas comme une performance, comme un acte de justice envers vous-même. Les neurosciences ont montré que l'autocompassion active les mêmes circuits cérébraux que la compassion reçue d'un autre. Votre cerveau ne fait pas toujours la différence entre la source extérieure et la source intérieure de la bienveillance. Ce que vous vous donnez, vous le recevez vraiment. Le quatrième geste, c'est ce qu'il nomme la présence partielle.
Beaucoup de personnes solitaires ont tout ou rien comme fonctionnement relationnel. Soit elles s'isolent complètement, soit elles attendent une connexion profonde et totale qui ne vient pas, et elles sont déçues. Il y a un espace entre ces deux extrêmes. La présence partielle. Être là, on peut. Participer à la vie sociale, pas en profondeur nécessairement, pas avec une vulnérabilité totale, mais avec une présence réelle et bienveillante. Sourire à quelqu'un dans la rue, échanger quelques mots avec le boulanger. Répondre à un message de façon courte mais sincère. Ces micro-connexions, la recherche le montre, nourrissent le système nerveux social d'une façon qui préparait le terrain pour des connexions plus profondes. C'est comme la pluie fine qui préparait le sol avant l'orage. Invisible, essentiel. Et le cinquième geste, celui que Christophe André veut vous confier avec une attention particulière, c'est ce qu'il appelle l'acte d'identité. C'est une technique directement inspirée des travaux d'Amy Warzesniewski et de la psychologie des rôles. L'idée est simple. Chaque jour, choisissez un acte, un seul, qui correspond à la personne que vous voulez devenir, pas à la personne que vous croyez être en ce moment. Si vous voulez être quelqu'un de connecté aux autres, faites son acte de connexion aujourd'hui. Si vous voulez être quelqu'un de curieux et vivant, lisez 2 pages d'un livre qui vous a toujours intrigué. Si vous voulez être quelqu'un de bienveillant, faites quelque chose de gentil pour quelqu'un, même quelque chose de microscopique. Ce n'est pas de la pensée positive naïve. C'est de l'ingénierie comportementale. Vous construisez votre identité à travers vos actes. Pas l'inverse, l'identité n'est pas une vérité fixe que vous devez découvrir. C'est un jardin que vous cultivez chaque jour avec vos choix. Et maintenant, il veut revenir à messieurs, la professeure de littérature. Parce que la suite de son histoire mérite d'être entendue. Elle avait essayé. Cette semaine-là, elle avait répondu à un message d'une ancienne amie. Juste quelques mots. Elle avait accepté une invitation à un café, pas parce qu'elle en avait envie, mais parce qu'elle avait décidé de se comporter comme quelqu'un qui allait mieux. Elle était arrivée au café avec une tension dans la gorge, comme quelqu'un qui n'a pas parlé depuis longtemps et dont la voix pourrait s'enrouer. L'endroit sentait le café brûlé et le bois humide, une odeur presque réconfortante dans son imperfection. Et elle avait parlé, pas beaucoup. Mais elle avait parlé. Et l'amie avait dit, à un moment, « Je suis contente que tu sois venue. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. » Cette phrase avait traversé monsieur comme une lumière à travers un rideau fermé. Elle avait réalisé quelque chose. Son isolement n'était pas perçu comme de la force par les autres. Il était perçu comme un rejet. Les gens qui l'aimaient ne savaient pas qu'elle souffrait. Ils croyaient qu'elle avait choisi de les mettre à distance. Et ils avaient, tout naturellement, respecté ce qu'ils pensaient être son choix. C'est une révélation que beaucoup de personnes solitaires font trop tard. La solitude se cache derrière un visage qui ressemble à l'autosuffisance. Et les autres, qui ont leurs propres peurs, leurs propres insécurités, n'osent pas insister. Ils se retiraient, non par manque d'amour, mais par peur de déranger. Et alors la distance s'installe, non pas à cause d'un manque d'affection, mais à cause d'un manque de signaux clairs. C'est pourquoi agir comme si vous alliez mieux, choisir des comportements d'ouverture même, quand vous ne les ressentez pas encore, envoie un signal crucial aux personnes autour de vous, un signal qui dit « je suis là, je suis accessible, je veux que vous soyez là aussi ». Maintenant, Christophe André veut aborder quelque chose avec une légèreté que la gravité du sujet permet parfois d'oublier. Parce que notre époque, avec toute sa complexité numérique, sa connectivité absolue et son bruit permanent, a produit quelque chose de proprement comique si on l'observe avec un peu de recul. Nous vivons dans la période la plus connectée de l'histoire humaine. Nous avons dans notre poche un appareil qui nous permet de contacter instantanément n'importe qui sur la planète. Nous avons des applications pour trouver des amis, des applications pour trouver l'amour, des applications pour trouver une communauté de gens qui partagent exactement nos intérêts, qu'il s'agisse de la mycologie, de la poésie médiévale ou de l'élevage de tortues d'eau douce. Et pourtant, l'épidémie de solitude n'a jamais été aussi documentée. Les études se succèdent.
Les chiffres sont éloquents. Dans les pays les plus connectés du monde, des proportions significatives de la population déclarent ne pas avoir une seule personne à qui parler en cas de difficulté réelle. Pas une seule. Il y a là quelque chose qui mérite une pause légèrement amusée et légèrement attristée à la fois, comme si nous avions construit la forêt la plus dense de l'histoire et que personne ne savait plus comment s'y orienter. Comme si nous avions créé un océan immense et que nous mourions de soif sur ses berges. Mais cette ironie-là, au lieu de la laisser nous écraser, on peut la retourner. On peut en faire quelque chose d'utile. Si la technologie n'a pas résolu la solitude, c'est parce que la solitude n'est pas un problème de distance physique. C'est un problème de présence intérieure, de disponibilité à la connexion. Et ça, c'est un travail intérieur. Un travail que personne ne peut faire à votre place, mais que vous pouvez commencer maintenant avec les outils que vous avez déjà. Et voici quelque chose que Christophe André veut vous dire très directement. Quelque chose qui lui tient à cœur depuis le début de sa pratique clinique. La guérison n'est pas une destination, c'est une direction. Vous n'avez pas besoin d'être guéri pour commencer à guérir. Vous n'avez pas besoin d'allier bien pour commencer à agir comme quelqu'un qui va mieux. Et cette action, aussi petite soit-elle, est déjà la guérison. Elle ne la précède pas. Elle laisse, pensez à un arbre en hiver. Il a l'air mort, il est immobile, il ne produit pas de feuilles. Et pourtant, sous la surface, dans le silence et dans l'obscurité du sol, la sève continue de circuler lentement. La vie continue. Elle prépare le printemps dans le secret de ses racines. Vous êtes peut-être en hiver en ce moment. Cela ne veut pas dire que le printemps ne viendra pas. Cela veut dire que la sève circule encore, même si vous ne la sentez pas. Il y a une question qu'il veut poser maintenant. Une question rhétorique, certes, mais qui mérite une vraie réponse intérieure. Avez-vous déjà remarqué que les moments où vous avez le moins envie de vous connecter aux autres sont précisément les moments où vous en avez le plus besoin? Cette contradiction-là, elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est une caractéristique très documentée du système nerveux humain. Quand nous souffrons, notre instinct primitif est de nous retirer, de nous cacher, de nous protéger. C'est un réflexe hérité de millions d'années d'évolution. Sauf que dans notre monde moderne, ce réflexe-là nous joue des tours, parce que nous ne vivons plus dans des grottes. Nous vivons dans des sociétés où la connexion est vitale, où l'isolement est un risque pour la santé aussi réel que le tabac ou la sédentarité. C'est ce que la recherche médicale affirme sans ambiguïté depuis des années. Alors quand vous ressentez cet instinct de retrait, reconnaissez-le. Accueillez-le. Dites-lui « Je te vois, je comprends pourquoi tu es là ». Et puis, avec douceur, faites le contraire. Pas brutalement, pas héroïquement, juste un tout petit pas dans la direction opposée. Et maintenant, il veut vous parler de quelque chose qui concerne directement les personnes qui vous entourent, parce que c'est un aspect que l'on oublie souvent dans les discussions sur la solitude. On parle de la personne qui souffre. On oublie parfois de parler de son entourage, de ceux qui regardent impuissants, quelqu'un qu'ils aiment s'éloigner progressivement. Imaginez un moment, imaginez quelqu'un qui vous aimait, votre enfant, votre frère ou sœur, un vieil ami. Cette personne vous voit, pas tous les jours peut-être, mais elle vous voit et elle remarque des choses. Elle remarque que votre rire est devenu moins fréquent, que votre regard est parfois absent, tourné vers un horizon intérieur qu'elle ne peut pas atteindre. Elle remarque que vous déclinez les occasions de vous voir plus souvent qu'avant, et elle ne sait pas quoi faire. Elle a essayé de vous parler. Vous avez dit « tout va bien », et elle vous a cru parce qu'elle voulait vous croire. Ou peut-être elle ne vous a pas vraiment cru, mais elle ne savait pas comment insister sans vous blesser. Et cette personne-là, la nuit parfois, se demande si elle a fait quelque chose de mal, si c'est sa faute, si elle aurait dû insister davantage. Elle porte un petit poids silencieux qui s'appelle l'inquiétude pour vous. Et ce poids, vous ne le voyez pas, parce que vous êtes tourné vers l'intérieur. Ce n'est pas de la culpabilité qu'il veut vous donner ici, c'est de la conscience. La conscience que votre douleur a une géographie.
Elle ne s'arrête pas à la frontière de votre peau. Elle rayonne vers ceux qui vous aiment. Et parfois, cette conscience-là, savoir que notre silence blesse ceux qui tiennent à nous, est le moteur le plus puissant pour commencer à agir. Non pas pour les autres à la place de vous-même, mais avec eux, ensemble. Parce que la guérison est rarement solitaire, elle est presque toujours relationnelle. Et voilà quelque chose de paradoxal et de beau. En commençant à guérir pour vous, vous guérissez aussi quelque chose pour eux. Vous leur rendez votre présence, vous leur rendez votre regard, vous leur permettez de ne plus se demander s'ils ont failli. Et cela aussi, c'est un acte de générosité. L'acte peut être le plus important. Christophe André veut maintenant revenir sur ce principe central, celui qui donne son titre à cette réflexion, agir comme si cela ne vous affectait pas. Et il veut être très précis sur ce qu'il entend par là. Il ne parle pas de déni, il ne parle pas de répression émotionnelle. Il n'est pas en train de vous dire d'ignorer votre douleur, de faire semblant qu'elle n'existe pas, de sourire faux et de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce serait dangereux. Ce serait même le contraire de ce qu'il recommande. Ce dont il parle, c'est de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. C'est la capacité à tenir deux réalités simultanément. La réalité de votre douleur que vous reconnaissez, que vous accueillez, que vous ne niez pas, et la réalité de votre capacité à agir malgré elle. À vous comporter, même partiellement, même imparfaitement, comme quelqu'un qui est en chemin vers quelque chose de mieux. C'est ce que font les grands navigateurs. Ils savent que la tempête est là, ils la sentent. Ils entendent le vent, ils sentent le sel sur leurs lèvres, ils ressentent les tangages du bateau sous leurs pieds. Mais ils tiennent le cap, pas parce qu'ils nient la tempête, parce qu'ils savent qu'au-delà de la tempête, il y a une mer calme, et que leur rôle est de naviguer, pas d'attendre que le temps change pour commencer à tenir la barre. Vous êtes ce navigateur, la tempête est réelle, et vous êtes capable de tenir la barre. Et maintenant, il veut vous donner quelque chose de très concret. Un protocole simple, pas une liste de règles. Un protocole vivant, quelque chose que vous pouvez commencer demain matin, dès le réveil. Demain matin, quand vous vous réveillez, avant de regarder votre téléphone, avant de vérifier les notifications, avant de laisser le bruit du monde entrer dans votre espace intérieur, encore silencieux et encore malléable, faites 3 choses. 3 seulement. Premièrement, posez vos pieds sur le sol. Sentez le contact, la fraîcheur ou la tiédeur du sol sous vos semelles. Restez là 10 secondes. Juste ça. 10 secondes de contact avec la réalité physique. Vous n'êtes pas dans votre tête. Vous êtes dans votre corps, dans cette pièce, dans cette vie. Deuxièmement, formulez une intention. Pas un objectif ambitieux. Une intention simple. Aujourd'hui, je vais faire un acte de connexion. Ou aujourd'hui, je vais me parler avec gentillesse au moins une fois. Ou aujourd'hui, je vais remarquer quelque chose de beau. Une chose, une seule. Et troisièmement, demandez-vous, comment la personne que je veux devenir commencerait-elle cette journée? Pas comment vous la commenceriez depuis là où vous êtes en ce moment. Comment la commencerait la version de vous qui est déjà en train de guérir, déjà en train de se reconnecter, déjà un peu plus légère. Et puis faites juste le premier geste de cette personne-là. Juste le premier. C'est tout. C'est suffisant pour commencer. Il y a une chose que Christophe André entend souvent dans son cabinet. Les gens lui disent « mais je ne me reconnais plus. La solitude m'a changé. Je ne suis plus la même personne qu'avant. » Et il comprend ce sentiment. Il est réel, il est douloureux. Mais il veut vous dire quelque chose d'important sur ce sentiment-là. Ce n'est pas que vous avez changé dans un sens permanent et irréversible. C'est que la couche de surface, celle qui interagit avec le monde, s'est durcie, s'est protégée, s'est contractée. Mais en dessous, dans les couches plus profondes de qui vous êtes, il y a quelque chose qui n'a pas changé, quelque chose qui est là depuis toujours. La curiosité que vous aviez enfant, la capacité à être touché par une belle phrase, par un coucher de soleil, par la voix de quelqu'un que vous aimez. La capacité à donner, à vous intéresser à l'autre, à rire. Ces capacités ne disparaissent pas. Elles sont juste enfouies sous les couches de protection. Et la pleine conscience, dans ce contexte, sert à cela,
à aller chercher ces couches profondes, à les rappeler à la surface, doucement, patiemment. Comme on déterrerait quelque chose de précieux sans le briser, il veut maintenant aborder quelque chose que beaucoup évitent, la question de la honte, parce que la solitude est souvent accompagnée d'une honte silencieuse. Une honte de ne pas avoir réussi à maintenir ses relations. Une honte de s'être isolé. Une honte de ne pas aller bien alors que, selon les standards de notre monde moderne, vous devriez aller bien, vous avez un toit, vous mangez à votre faim, vous avez accès à Internet. Quelle que soit la forme que prenne cette honte en vous, elle est un poison lent. Et voici pourquoi. La honte nous fait nous cacher. Et nous cacher est exactement ce que nous ne devrions pas faire quand nous souffrons. La honte est l'ennemi de la connexion. Parce que la connexion nécessite une forme de visibilité. Et la honte nous rend invisibles, même à nous-mêmes parfois. Brené Brown, la chercheuse américaine dont les travaux ont confirmé ce que la clinique observait depuis longtemps, a montré que la honte s'est nourrie du secret et du silence. Et elle meurt à la lumière d'une conversation, à la lumière d'un aveu, à la lumière d'un moment de vulnérabilité partagée. Alors voici un conseil que Christophe André vous donne avec une certaine insistance bienveillante. Parlez à quelqu'un. Pas nécessairement d'une façon dramatique ou complète, pas nécessairement en disant tout. Mais dites quelque chose de vrai à quelqu'un qui compte. Quelque chose comme « Ces derniers temps, je me sens un peu à côté de moi-même » ou « J'ai du mal à me connecter aux autres en ce moment ». Quelque chose de petit, quelque chose de réel. Ce moment-là, ce petit moment de vérité partagée peut être le début de quelque chose. Parce que vous serez surpris de la réponse. Vous serez surpris de voir combien de personnes autour de vous traversent ou ont traversé des choses similaires. La solitude se cache derrière de très nombreux visages souriants. Et quand vous baissez votre garde, même un tout petit peu, vous donnez aux autres la permission d'en faire autant. Et il se passe quelque chose de magnifique. La connexion se crée non pas dans la perfection, mais dans l'imperfection partagée. Non pas dans la force affichée, mais dans la vulnérabilité acceptée. Comme deux arbres qui ont traversé le même orage et qui se reconnaissent dans leurs branches tordues. Voici quelque chose que Christophe André veut vous confier maintenant. Quelque chose qui lui est cher dans sa pratique et dans sa réflexion. La résistance est humaine. Ce n'est pas parce que vous savez intellectuellement ce qu'il faut faire que vous allez le faire. Le cerveau comprend vite. Le corps résiste longtemps. Et c'est normal, c'est même sain d'une certaine façon. Cela veut dire que vous avez des mécanismes de protection qui fonctionnent. Mais il y a un moment où la protection devient une cage, et vous seul savez si vous êtes dans ce moment-là, pas Christophe André, pas votre médecin, pas votre ami ou votre famille. Vous, parce que vous êtes le seul à vivre à l'intérieur de votre expérience. Et c'est à la fois la plus grande solitude et le plus grand pouvoir qui soit. Ce pouvoir, il ne s'exerce pas en décidant une bonne fois pour toutes de changer. Il s'exerce en faisant un choix minuscule, maintenant, dans les prochaines heures. Un seul. Le premier. Et ce premier choix appelle le deuxième. Et le deuxième appelle le troisième. Comme des pas dans la neige. Vous ne voyez pas la destination, vous voyez juste le prochain pas. Et c'est suffisant. Il y a une dernière chose que Christophe André veut vous dire. Quelque chose qu'il dit rarement de façon aussi directe, mais qu'il ressent profondément comme une vérité clinique et humaine. Il n'est jamais trop tard. Il sait que c'est une phrase qu'on intène souvent. Il sait qu'elle peut sembler vide ou générique. Mais il l'a dit avec toute la précision de quelqu'un qui a vu des gens de 80 ans recommencer à s'ouvrir à la vie après des décennies de fermeture. Qui a vu des gens complètement fermés sur eux-mêmes retrouver la capacité de pleurer d'émotion devant quelque chose de beau. Qui a vu des gens qui avaient renoncé à toute connexion humaine retrouver une amitié, une tendresse, un sens. Le cerveau est plastique, le cœur est plastique. Pas infiniment, pas sans effort, mais réellement. La science le confirme, l'expérience clinique le confirme. Et quelque chose de plus ancien que la science, quelque chose qui ressemble à la sagesse accumulée de l'espèce humaine, le confirme aussi. Vous n'êtes pas condamné à cette solitude. Même si elle dure depuis longtemps.
même si elles vous semblent constitutives de ce que vous êtes. Même si vous avez essayé et échoué et essayé encore. La graine ne germe pas la première fois qu'il pleut. Parfois, elle attend des saisons entières. Et puis, un jour, pour une raison que la science n'explique pas toujours complètement, quelque chose cède. La coque s'ouvre, la racine descend, la tige monte vers la lumière. Et cette lumière existe. Elle existe pour vous. Elle a toujours existé. Elle vous attend, pas au bout d'un chemin parfait et rectiligne, mais dans le prochain reste que vous ferez, dans le prochain acte de connexion, aussi petit soit-il, dans la prochaine fois où vous vous parlerez avec douceur plutôt qu'avec sévérité, dans la prochaine fois où vous choisirez de vous comporter comme quelqu'un qui va mieux, même si vous ne vous sentez pas encore tout à fait mieux, parce que c'est cela, au fond, le message que Christophe André veut vous laisser. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas un protocole. C'est une invitation à agir comme si le sol était solide, même quand vous ne le sentez pas, à agir comme si vous méritiez la connexion, même quand vous s'en doutez, à agir comme si la guérison était possible, même quand elle vous semble lointaine, et à découvrir, chemin faisant, que ce n'était pas du tout comme si. C'était réel, c'était déjà là. Vous aviez juste besoin de faire le premier pas pour le sentir sous vos pieds. La tempête passe toujours, les racines tiennent toujours, le printemps revient toujours, et vous êtes encore là, debout, en train d'écouter, en train de chercher. Et cela déjà, c'est une forme de courage que beaucoup ne voient pas, mais que Christophe André reconnaît et honore. Aïes, un pas, juste une. Maintenant.